2/3 des commerciaux maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. C'est pour les aider que j'ai créé le podcast Les Héros de la Vente. Profitez des conseils et astuces des meilleurs coachs, formateurs, directeurs commerciaux et startups pour performer dans la pratique commerciale. Ce podcast est soutenu par l'entreprise Vive, qui a créé la première plateforme française de Sales Enablement, la conjugaison entre le coaching, la formation et la création de contenu pour améliorer les performances des commerciaux. Faites-moi signe si vous voulez tester. Je vous souhaite un excellent épisode. Salut à tous, on est aujourd'hui sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. J'accueille de nouveau Benoît Dubos. Benoît, salut Alexandre. Ça va ? Ça va et toi ? Bon, j'avais déjà fait un épisode au tout début des Héros de la Vente avec Benoît qui nous avait bien briefé sur les outils de la vente du commercial 2.0. Et Benoît, en fait, m'a sollicité de nouveau parce qu'il avait d'autres choses à nous partager, notamment des mises à jour de ses outils. Et surtout, il voulait faire un épisode spécial pour nous expliquer un peu les clés de sa réussite. Donc aujourd'hui, on va faire ce que les Américains appellent du reverse engineering. On va analyser en fait les clés du succès de l'activité de Benoît. Donc Benoît, lui, il a commencé seul au début d'année. Il n'avait pas de produit, 0 client. Et en fait, tu es arrivé en 1 an à signer 150 clients. C'est bien ça, Benoît ? Voilà, alors pour parler du succès, je ne vais pas encore parler de succès en tant que tel. Après, c'est, comment dire, j'ai réécouté le podcast qu'on avait enregistré et je me suis rendu compte qu'en quelques mois, ça avait énormément bougé. Je n'avais pas remarqué en fait. C'est vraiment en réécoutant que je me suis rendu, voilà, j'ai vu qu'il y avait plusieurs outils et plusieurs usages que j'avais recommandés à l'époque qui fonctionnaient très bien mais qui aujourd'hui, typiquement Meet Leonard par exemple, n'est plus utilisable aujourd'hui. En tout cas, je le recommanderais vraiment plus parce qu'il y a eu de grosses mises à jour de LinkedIn. Et donc du coup, l'idée, je me suis dit, ça peut être l'occasion de faire un peu une rétrospective et d'expliquer moi aujourd'hui comment je travaille et justement comment j'ai réussi sans avoir, avec très peu de moyens en fait, à faire quelque chose qui aujourd'hui me satisfait, même si c'est vraiment le tout début, quoi. Voilà. Ouais, très bien. Donc aujourd'hui, on va regarder de nouveau tes méthodes et tes outils d'acquisition. Et puis, on va parler aussi de closing parce que tu m'as dit que tu avais bien progressé aussi sur le sujet du closing. Donc, tu vas nous donner un peu tes tips. Et donc, j'imagine qu'on commence par le début. Ouais, allons-y. donc tu veux peut-être nous expliquer, voilà, toi aujourd'hui, quand tu commences une campagne d'acquisition, comment tu commences, quel outil tu utilises Vas-y Benoît, ta carte blanche. Alors en fait, pour te dire, quand on s'était vu, on n'avait pas trop parlé du coup de la jeunesse de Growster. Et en fait, pour t'expliquer un peu, on avait commencé il y a 1 an, on avait absolument pas de produit en fait. C'est-à-dire que on s'est lancé, on avait une expertise qui a d'ailleurs beaucoup évolué depuis, mais on avait vraiment zéro piste. Et donc on a dû se lancer très rapidement, vraiment la fleur au fusil. Et ça a été du coup assez douloureux. On avait très très peu de temps pour être rentable. Et du coup, sans aucun moyen, il fallait qu'on trouve une solution. Donc on est très vite parti sur un modèle itératif classique, donc le modèle de startup classique, même si on ne se définit pas aujourd'hui comme une startup. Et donc on a dressé des hypothèses, on allait les tester. Alors la plus envisageable à ce moment-là, la plus pratique, c'était de partir sur un mode agence. Donc on est parti là-dessus, on n'avait aucune idée de comment tarifer tout ça, etc. Donc en fait on s'est retrouvé à faire nos premiers rendez-vous qu'on avait générés du coup par les méthodes dont on a parlé la dernière fois. Les outils sont plus les mêmes, les usages sont les mêmes là pour le coup. Et on s'est retrouvé face à des clients et on avait une proposition de valeur, mais il n'y avait rien de packagé en fait. Et c'est-à-dire à tel point qu'on ne savait même pas sur quoi ancrer notre proposition de valeur. Enfin, c'était vraiment chaotique. Et donc les 3 premiers rendez-vous ont été assez douloureux. C'était assez surréaliste en fait, mais rétrospectivement c'était très drôle, mais sur le coup c'était vraiment pas agréable, mais ça nous a forcé à rapidement packager quelque chose. Et en fait ce qui a finalisé cette prise de conscience et qui nous a fait avancer, c'est que notre 4e rendez-vous, qui est devenu notre premier client en fait, ça s'est fini par le prospect qui nous dit écoutez les gars, j'ai adoré, c'était cool, j'ai envie d'avancer avec vous. Par contre, j'ai absolument rien compris
du tout à votre proposition. J'ai rien compris à votre modèle, donc revenez vers moi avec quelque chose que je comprends et voilà, et on pourra avancer. Et là, on s'est dit, ah ouais, quand même. Ah ouais, là, il y a un truc. Donc, on a packagé quelque chose. Et ce quelque chose, on l'a gardé très peu de temps, donc on l'a gardé avec lui, mais on s'est vite rendu compte que il y avait beaucoup d'inexactitudes en fait et d'approximations. Et notamment, on avait voulu en mettre beaucoup trop en fait. Donc il y avait beaucoup trop de fonctionnalités, il y avait beaucoup trop de propositions dans notre modèle agence. Et le souci, c'est que au final, on proposait, comment dire, on proposait un hypermarché à quelqu'un qui n'avait que besoin que du rayon que du rayon surgelé en fait. Voilà, Ouais. donc il y avait vraiment beaucoup trop de choses. C'est souvent une erreur qu'on fait quand on est commercial, c'est on veut tout vendre, toutes les fonctionnalités de notre produit, et alors qu'en fait, less is more, quoi. Il faut toujours essayer d'être le plus simple possible et de vendre la seule chose dont ton prospect a besoin, quoi. Bah exactement, et ça on s'en est rendu compte assez vite, et du coup il y a eu un gros travail petit à petit qui s'est fait naturellement en fait, hein, sans réelle prise de conscience en tout cas explicite, et on s'est mis à enlever petit à petit des fonctionnalités, à enlever des champs d'action pour progressivement se rapprocher de ce qui est notre modèle aujourd'hui, donc qui est un modèle vraiment très... en tout cas, là, je parle de l'agence, hein, qui est un modèle très... comment dire vraiment très très précis. On intervient vraiment sur notre domaine et pas plus, donc c'est-à-dire l'acquisition par LinkedIn, cold email et d'autres canaux un peu plus exotiques. Mais en tout cas, on va vraiment se concentrer sur cette partie-là, acquisition en outbound. Voilà. Oui, puis tu as déjà, quand tu parles d'acquisition outbound, tu as déjà beaucoup de clients potentiels qui s'offrent à toi, quoi. Exactement. Et en fait, on s'est rendu compte que on a beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui à être infiniment plus spécifique et précis comme on l'est aujourd'hui, qu'à l'époque où, en gros, on était vraiment généraliste en fait. On était vraiment généraliste, on proposait d'intervenir sur tout le funnel ARRR, donc l'acquisition, l'activation, la rétention, le revenu, le referral, et au final, on parlait à tout le monde et du coup à personne. Et ça a été, une des premières prises de conscience assez douloureuses, mais qui nous a permis de rapidement corriger le tir, de resserrer vers quelque chose d'aujourd'hui beaucoup plus précis et concret en fait. Et derrière, c'est beaucoup plus vivable et beaucoup plus scalable pour nous, parce que ça nous a permis, ça nous permet aujourd'hui de travailler sur justement l'industrialisation en fait de ce travail-là. Et on a pu réfléchir du coup par cette précision et ce recentrage à la scalabilité en fait de notre modèle. Donc aujourd'hui, on a un modèle qui n'a pas encore atteint ce niveau de scalabilité, mais qui en tout cas tend vers ça. Et donc, quand je dis scalabilité, ça veut dire augmenter la capacité de travail et la bande passante pour nous, mais c'est aussi augmenter le niveau de qualité pour les clients. Et ça, c'est fondamental. Et du coup, si demain je devais relancer une agence from scratch, je partirais vraiment là-dessus, c'est-à-dire vraiment trouver une niche en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le premier travail que tu as fait qui a été profitable pour vous, c'est trouver votre niche. Et ça, j'en ai parlé dans un podcast, je crois que c'était avec Jean de la Roche-Brochard. Mais un bouquin que je conseille à tout le monde, c'est From Impossible to Inevitable, où le premier conseil donné notamment aux startups, c'est trouver votre niche. Exactement. Et là, du coup, la niche, on l'a trouvée non seulement au niveau du marché, mais aussi au niveau du produit. Et c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est parti de quelque chose de vraiment très large à vraiment une fraction de ce qui était notre champ d'action à l'époque. Et ça a vraiment joué. Ça a vraiment joué, et aujourd'hui ça nous permet de nous démarquer aussi des autres, ce qui fait qu'aujourd'hui on est, alors je vais pas parler d'un océan bleu, mais on est finalement complémentaire avec la majeure partie des autres agences et des autres acteurs de ce domaine-là qui est le growth et le marketing, le marketing axé acquisition pour le coup, Ouais. parce que on est vraiment expert sur une thématique et un pan d'un domaine vraiment beaucoup plus large en fait. Voilà. Ok, très bien. Donc tu as travaillé vraiment on va dire ta proposition de valeur,
ta niche, le marché. Et ensuite, voilà, donc tu as travaillé là-dessus. Quelle a été l'étape suivante pour faire, du coup, appliquer ce que tu vends à tes clients, à toi et à ta société, et faire de l'acquisition et faire tes premiers clients? Alors déjà, ça a été donc on en reparlera après plus précisément, de travailler beaucoup sur le commercial. Quand j'ai commencé, franchement, j'avais très peu pratiqué en fait le closing, et donc j'étais pas très à l'aise avec ça. Je savais générer des leads, je savais faire le SDR, donc je savais qualifier, etc. Par contre, closer, c'était vraiment vraiment quelque chose que j'avais très peu pratiqué. Donc ça a été assez douloureux au début, encore une fois. Il y avait beaucoup de choses qui sont faites dans la douleur. Après, c'était une douleur plutôt sympa. Enfin, c'était plutôt, c'était très enrichissant. Mais c'est sûr que c'était un peu galère en fait au début. Hein, et ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement et beaucoup d'appels et de rencontres aussi, avant d'arriver à quelque chose qui ressemblait à un taux de conversion intéressant, quoi. Mais c'était cool. Autre chose que j'ai fait, c'est que en parallèle de l'agence, je me suis dit j'ai envie d'aller travailler d'autres produits, d'autres choses. Et assez vite nous est venue l'idée d'un bootcamp en fait. Donc on avait vraiment envie non seulement de prodiguer en tant qu'expert, en tant que praticien, notre expertise, mais aussi on avait envie de se dire, de la rendre accessible à des gens qui la pratiquaient déjà. Et en fait, on avait envie de tirer la pratique globalement vers le haut en fait. Et c'est vraiment ça qu'on avait à cœur. Et parce qu'on se disait, de toute façon, les gens vont prospecter, les gens vont envoyer des calls d'email, les gens vont, ils nous attendront pas pour le faire. Et donc nous, notre rôle, on s'est dit, enfin en tout cas le rôle qu'on avait envie de jouer, c'était de faire partie des acteurs qui faisaient en sorte que ces calls d'email, tout ce qui allait partir avec ou sans nous en fait, soit de la meilleure qualité possible et que chacun en tire le meilleur parti. Que l'expéditeur ait des retours intéressants et que le destinataire arrête d'être pollué par des messages affreux, etc. Ce qu'on a l'habitude de recevoir au quotidien. Et donc ça a donné lieu au bootcamp. Donc on a testé avec exactement le même modèle en fait que pour l'agence, où on a dressé une hypothèse, on a fait une première session de test qui s'était très bien passée, et en fait petit à petit on a itéré dessus et on améliore de session en session le produit. Aujourd'hui on l'a ouvert à Paris et à Toulouse, on fait des sessions de 8 personnes, on en avait parlé déjà la dernière fois. Donc le programme en fait est toujours le même, c'est toujours la même proposition de valeur, mais ça évolue constamment, les usages, etc., le contenu évolue constamment, et on arrive aujourd'hui à un modèle pédagogique scalable où on va pouvoir aller décliner ça à d'autres canaux d'acquisition et d'autres pratiques en fait. On aura l'occasion d'en reparler plus tard, parce que là c'est encore en chantier, mais voilà, donc avec le même process itératif. Ok, donc tu as créé des événements présentiels qui t'ont permis à la fois de trouver aussi là des prospects, des clients, et de te faire connaître, de créer ta communauté. Donc c'était aussi un outil, tes bootcamps finalement de marketing. Hein. Exactement, ouais. Exactement. Et du coup, ça c'était forcément c'est des sessions. C'est un produit payant. Après, en complément, on a sorti notre troisième produit là, dont on n'avait pas parlé la dernière fois parce que c'est sorti à la rentrée, où là c'est une académie en ligne qui est accessible. C'est académie avec un y.groovester.co. Et en fait, dessus, on partage des cours gratuits pour tous ceux en fait qui veulent monter en compétences. Et ça va vraiment dans la droite lignée pour le coup de ce rôle-là qu'on a envie de prendre, qui est de tirer nos pratiques et de tirer l'acquisition en général vers le haut, quoi. Ouais. Voilà. Cool. Est-ce que tu vois autre chose dans ton développement de cette année d'important à partager ? Oui. Alors, ne faites pas comme moi. Misez rapidement sur le SEO. Parce que je suis en train de prendre un retard monstre dessus. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi tu m'as dit en off que tu as aussi compris la force du contenu. Ouais, tout à fait. Là, du coup, c'est pour parler un peu des canaux d'acquisition, etc. C'est ça comment aujourd'hui Toi, ton métier, c'était de faire de l'acquisition avec, tu l'as dit, du cold mailing
ou du LinkedIn. Mais aussi maintenant, tu as découvert, tu me l'as dit en off, comment faire de l'acquisition par du contenu. Donc tu m'en as parlé un peu, tu vas en parler, du contenu écrit, un peu vidéo, via LinkedIn. Exactement. On avait parlé la dernière fois, si je me souviens bien, du fait de mélanger l'inbound et l'outbound Ouais. en produisant du contenu de qualité et en s'en servant pour prendre contact avec son marché. Oui. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande encore, qui fonctionne très bien. Les gens, par contre, pour préciser, il faut que le contenu soit qualitatif. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une proposition de valeur, etc. Et les résultats seront directement corrélés à ce degré de qualité. Donc ça, c'est vraiment important. Par contre, du coup, moi, ce que j'avais pas fait à l'époque et ce sur quoi j'ai pas mal expérimenté, c'est le contenu directement sur LinkedIn. Donc exactement ce dont tu as parlé, mais là plus le fait de le pousser dans la messagerie en l'envoyant directement à ses prospects, là le fait de travailler sur le fil d'actualité et de proposer du contenu. Et j'ai fait pas mal de tests depuis la dernière fois et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses très très intéressantes à faire dessus, à tel point qu'aujourd'hui c'est même devenu carrément un de nos canaux d'acquisition les plus puissants, quoi. Voilà. Tu fais vraiment ce qu'on appelle du social selling. Exactement. Et en fait, comment on l'appréhende, on l'appréhende vraiment comme un peu comme une sorte de newsletter en fait au final. Donc on a notre newsletter en parallèle qui fonctionne aussi très bien. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais là aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que toutes les semaines, je vais poster un contenu. Donc moi, c'est vraiment ce que je recommande. Hein. Enfin, en tout cas moi, c'est si vous faites du contenu sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, on va parler de LinkedIn là, mais a fortiori sur LinkedIn, travaillez votre marque personnelle. D'accord. Donc si vous faites du contenu dans une optique de visibilité, d'awareness et de génération de leads, postez-le en votre nom, donc ou au moins au nom d'une personne dans votre boîte. Oui, tu as plus de vues et de commentaires que si c'est ta boîte qui poste quelque chose. Exactement, et il ne faut pas oublier que LinkedIn, avant d'être un réseau corporate, c'est un réseau social. Et les engagements sont toujours plus qualitatifs et plus quantitatifs quand ce sera une personne qui incarnera une entreprise, qui incarnera un message en fait. Oui, et puis même en tant que public, tu es toujours plus intéressé de mettre un commentaire, de liker du contenu d'une personne que d'une entité, une entité corporate, quoi. Exactement. Et donc du coup, donc moi j'ai commencé à bidouiller un petit peu dessus, hein, donc j'ai testé pas mal de choses. Je me suis rendu compte que les gens, ce qu'ils voulaient, comme partout en fait, c'est de la valeur. Donc ils veulent les utilisateurs veulent recevoir de la valeur et donc au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tous les posts genre actualité de la boîte, etc. Intéressaient peu les gens. Ouais. Donc c'est intéressant à faire justement. Alors là pour le coup c'est très pertinent pour une page entreprise, pour travailler le branding, etc. Par contre c'est vraiment un travail de fond. Si on est vraiment dans une optique d'acquisition agressive, là ça va vraiment être plus pertinent de réfléchir sous forme de ce qu'on appelle des lead magnets, c'est-à-dire des aimants à lead, hein, enfin littéralement, hein, si on traduit. Et l'objectif c'est quoi ? C'est de formuler une proposition de valeur irrésistible, gratuite, que les gens vont pouvoir obtenir très facilement. C'est vraiment ça un lead magnet. Quand on voit par exemple obtenez notre e-book gratuitement pour apprendre à faire telle chose, là on est sur du lead magnet. Et ça, en fait, on a trouvé une méthode à force d'itérer qu'on applique sur LinkedIn et qui nous permet toutes les semaines de générer environ minimum 200 leads à chaque fois, en fait, à peu près. Avec un post. Avec un post, ouais. Donc nous, on n'est vraiment pas dans... Enfin, j'essaie vraiment de ne pas abuser, donc je m'en tiens à un post par semaine. Et je varie en fait, c'est-à-dire que la méthode dont je te parle là, je vais pas l'appliquer toutes les semaines parce qu'au bout d'un moment c'est un peu du forcing. Je l'applique grand maximum 2 fois par mois, mais souvent une seule fois. Et les autres posts en fait vont être des posts alors un peu moins ambitieux, avec une portée organique moins élevée, donc quelques millis à chaque fois, mais qui vont justement faire ce travail de fond en fait. Ouais, donc les lead magnets dont tu parles, on en dit 2 mots, mais en gros tu
tu as des PowerPoint où tu as plein d'astuces, de tips, etc. Tu fais une sorte de capture d'écran en vidéo de ce PowerPoint qui va défiler assez rapidement. Donc tu vois les idées générales et puis après tu proposes aux gens de télécharger ce PowerPoint. Donc tu leur as fait un petit teaser en fait. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour parler du visuel, il y a deux raisons pour lesquelles je fais souvent des captures d'écran. C'est parce que la raison officielle, c'est parce que ça active la mécanique du show, don't tell. Donc, montre au lieu de dire. Donc, tant que tu peux montrer les choses, fais-le plutôt que d'expliquer, en fait. Donc là, en fait, je montre directement ce que je propose à la personne, à l'interlocuteur d'obtenir à travers mon poste. Et la deuxième raison officieuse, c'est que je suis vraiment une atrocité absolue en graphisme et en création graphique. C'est tout juste si je sais utiliser Canva. Donc, je me dis que capturer mon écran comme ça, c'est c'est moins catastrophique que d'essayer de faire quelque chose de joli, quoi. Ouais, et puis c'est un bon exemple de OK, t'as pas de compétences en design ou graphisme, et bah, du coup, tu trouves une autre solution qui est plus simple et qui est fonctionnelle. Et souvent, on se met des barrières parce qu'on se dit j'ai pas les compétences. Et en fait, il y a toujours une solution et tu peux faire du qualitatif sans forcément faire un truc hyper professionnel, quoi. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que honnêtement, alors pour parler du visuel, et je pense que ça recoupe énormément d'autres choses, si je me mettais en tête de faire un visuel propre, etc., et que je me calquais sur des standards qui sont pas les miens parce que j'ai pas les compétences, j'y passerais un temps fou pour un résultat médiocre à la fois visuel et à la fois au niveau des retombées aussi, parce que sur LinkedIn, le visuel est fondamental. Alors que là, du coup, ça me prend vraiment 5 minutes à faire. Là, du coup, avec le montage, enfin rapidement pour élaguer un petit peu la capture d'écran, étalonner tout ça, ça me prend vraiment 5 minutes et les retombées sont excellentes parce que ça plaît à l'algorithme déjà et puis ça donne envie beaucoup plus aux utilisateurs d'interagir et de s'engager sur le post en fait. Ouais. Et puis c'est toujours, il vaut mieux faire que d'attendre et de procrastiner et de penser. Ah bah ça c'est un truc que j'ai compris et que je pense que j'ai pas fini de comprendre et toi aussi. Ouais, C'est bien sûr. mieux vaut mal faire que pas faire du tout quoi. Ouais, moi sur le podcast, j'ai eu quelques mails pour me dire attention à des épisodes, le son est pas parfait et j'explique que bah voilà, c'est pas mon métier principal, je suis pas ingénieur de son, c'est un side project. Voilà, je peux pas non plus je suis pas une radio quoi. Bah exactement. Et puis le son, il reste quand même largement acceptable, hein. Ouais. Mais du coup, c'est exactement ça. Voilà, vaut mieux mal faire et corriger le tir. Ouais, c'est C'est de rien faire. exactement. Et ça a été une de mes leçons aussi. C'est-à-dire arrêter de fuir l'exhaustivité. Fuir l'exhaustivité en fait. Vraiment se concentrer sur l'essentiel et faire en sorte juste que ça avance tous les jours, que d'avoir fait un pas de plus que la veille en fait. Ouais, c'est ça, c'est la politique des petits pas. C'est ça quand tu as une entreprise, c'est souvent ça. Bah, c'est exactement ça. Et puis de toute façon, quand on est tout seul au début ou qu'on est entre cofondateurs, on n'a pas le choix que de faire des petits pas en fait. Ouais. Et donc, faut se concentrer sur tous les jours en faire un petit et en évitant de péter les plombs pendant certaines périodes, quoi. C'est tout, tout simplement. Oui, ça va, t'as pas pété les plombs cette année. Non, mais tu connais, il y a des petites périodes un peu un peu dur, ouais. un petit peu dures. Mais voilà, donc là, LinkedIn, en gros, très puissant ouais, pour toi, ouais. est super intéressant en fait. Et en fait, ça, je me disais, ouais, mais il y a un problème avec ma proposition. Enfin, c'est ma proposition de valeur, c'est le domaine sur lequel je suis qui fait que. Et en fait, non, parce que je l'ai testé pour des clients avec exactement la même méthode que j'applique et avec des résultats similaires. Donc avec chaque fois plusieurs dizaines de milliers de vues et plusieurs centaines de leads par poste. Donc c'est vraiment la méthode qui fait que en fait. Et donc cette méthode, je l'explique justement sur l'académie. J'ai fait un petit cours où j'explique étape par étape comment faire. Mais en gros, s'il y a plusieurs, voilà, les ingrédients essentiels, c'est quoi? C'est déjà la qualité du lead magnet, donc du contenu qu'on propose. Faut qu'il soit irrésistible, c'est-à-dire que la proposition de valeur, faut qu'elle soit très 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 forte. Faut que le copywriting, donc la légende, soit très bien écrite et qu'elle donne vraiment foncièrement envie. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Faut qu'il y ait un call to action qui encourage les gens à s'engager sur le post. S'engager, c'est quoi? C'est liker, mais là, ce qu'il faut demander explicitement, c'est un commentaire.
Pourquoi ? Parce que c'est le degré le degré le plus élevé d'engagement selon l'algorithme de LinkedIn, et donc l'algorithme va va du coup être amené à mettre le post en avant beaucoup plus facilement si les gens s'engagent. Surtout quelques heures après la publication. Et en plus de ça, quand les gens commentent, le post remonte automatiquement dans leur fil à eux. Donc il y a un effet boule de neige qui se fait, où là, tu fais effet de levier avec tous les gens qui s'engagent, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu réussis à avoir des reach de fou. Voilà. Et donc voilà, ça c'est autre chose. Et ensuite, moi, ce que je recommande du coup pour accélérer ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des groupes d'engagement. Alors je laisserai le soin aux gens d'aller creuser ça, mais en gros c'est des outils qui vont connecter plusieurs comptes entre eux, donc un peu comme des groupes LinkedIn par exemple, sauf que là, donc les gens savent qu'ils sont interconnectés. Tu sais exactement, toi, en tant qu'utilisateur, avec quels autres comptes tu es connecté. Donc, il n'y a pas d'histoire de faux comptes, etc. C'est juste que ça va permettre d'automatiser les engagements sur ces comptes mutuellement. Donc, plutôt que d'avoir, par exemple, un groupe Slack où tu vas demander aux gens allez commenter et à ce que chacun aille manuellement commenter, là, tu automatises les engagements et tu décides aussi, toi, des commentaires qui vont être laissés. Et c'est super intéressant parce que ça permet de lancer en fait l'algorithme pendant les quelques dizaines de premières, les quelques dizaines de premières minutes en fait post publication, et ça permet d'exciter un petit peu l'algorithme. Là, tu parles de groupes d'engagement, donc c'est pas des groupes LinkedIn. Alors c'est pas des groupes LinkedIn, non, mais c'est des donc je peux donner les noms, hein, c'est l'Empod par exemple pour aller creuser. Il y a Alcapod aussi qui est pas mal. Ça, c'est des logiciels du coup, c'est des petites extensions Chrome en fait. D'accord, ok, c'est des extensions. Voilà, okay. Et en fait, toi tu vas connecter ton compte dessus, et d'autres gens vont connecter leur compte. Tu vas être réunis. Vous allez être réunis en petits groupes. Tu sais exactement qui y a dans ce groupe-là, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est par exemple tu peux te réunir entre entrepreneurs, etc. Tu vois, donc c'est très ciblé. Et dès qu'il y en a un qui fait un post, c'est partagé par les autres, liké, commenté. Les autres vont liker et commenter sur le post. De manière automatisée. De manière automatisée. Super. Voilà. Et donc, et en fait, ça, je l'utilise assez peu, donc ça représente au final, sur la totalité du post, ça représente même pas 10% de l'engagement total, mais par contre ça permet vraiment de mettre le pied à l'étrier du post vis-à-vis de l'algorithme pour ensuite avoir un reach beaucoup plus puissant en fait. Ça met un peu c'est un peu comme dans Mad Max quand ils mettent un peu de nitro là dans la mobilette, ça permet exactement de partir, de décoller et puis, exactement, c'est un gros coup de cravache en fait pour que l'algorithme cabre et que ça parte au triple galop en fait, et ça permet en fait au post d'assouvir son plein potentiel, parce qu'au final c'est pas vraiment pas c'est comme tout le growth en général et toutes ces méthodes et tous ces outils là, ça permettra jamais à un mauvais produit ou à une mauvaise proposition de valeur d'atteindre des résultats qu'il ne mérite pas. Donc ça permet juste à son post, au post et à son contenu d'assouvir son plein potentiel, mais absolument pas à un mauvais post ou à une qualité ou une proposition de valeur médiocre d'atteindre des performances auxquelles il peut pas prétendre en fait, tout simplement. Donc tu appelles ça l'Empod et Alcapod, c'est ça? Alcapod. Ok, je connaissais pas. Bon, on le mettra dans les liens du podcast. Ouais. Et donc je recommande vraiment, c'est vraiment ça, c'est un petit truc, et après j'ai une petite méthodologie pour livrer le lead magnet, donc le contenu plus facilement, plutôt que d'avoir à faire du copier-coller dans tous les sens. J'expliquerai, c'est expliqué dans mon cours, mais en gros c'est je demande aux gens de m'envoyer un mail, et donc à une adresse spécifique qui est dédiée à ça. Tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, les gens m'envoient un mail, et du coup, moi, j'ai mis un autoresponder sur le mail qui fait que dès qu'ils m'envoient leur demande, ils reçoivent automatiquement la réponse avec le contenu dedans, etc. Et ça évite en fait d'avoir des heures et des heures ensuite avec des centaines de gens à qui envoyer le contenu, quoi. T'as fait ça avec Zapier ? Alors,
J'utilise Zapier ensuite pour extraire les leads et les mettre dans une spreadsheet que je réutilise pas en fait. C'est vraiment juste pour me repérer moi en fait. Mais je suis vraiment pas dans une optique de collecte de données là-dessus, tu vois. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est juste apporter de la valeur aux gens et voilà. Et pour la réponse automatique, du coup, tu as utilisé un outil spécifique? Ah non, c'est juste sur Gmail. Tu vas dans Ah, paramètres, ok. tu mets ton autorespondeur Ok, oui, mais et c'est une boîte Gmail dédiée en fait. c'est une boîte Gmail dédiée C'est parce pour que ça. forcément, si c'est une boîte Gmail que Ouais. tu utilises pour d'autres choses, ça risque de faire un peu bizarre aux gens qui sont pas Ouais. venus pour ça et qui t'envoient un mail pour autre chose, de recevoir Parce un. que moi, sur mon Gmail, j'ai fait un Zapier pour faire des réponses automatiques à certaines demandes sur Voilà. téléchargement du livre blanc, par Ah exemple. bah tu vois, moi j'ai même Tu vois. pas été pousser le truc à ce point-là. En Ouais. fait, je l'ai utilisé cette technique aussi parce que ça me permet de faire préchauffer rapidement des senders, donc des Ouais. adresses mail pour faire du cold emailing ensuite. Ah oui. Mais voilà, mais c'est autre chose. Mais vraiment, Ouais. j'ai pas poussé le truc à ce point-là. C'était vraiment juste pour gagner du temps et ça fonctionne vraiment très très bien. Et parce qu'on a vite fait de passer des heures ensuite à envoyer le contenu et les gens se plaignent parce que ça met du temps forcément. Ouais. Alors que là, ils reçoivent leur réponse directe et leur contenu direct et tout le monde est ravi quoi. Voilà. Yes. Et j'explique Du- tout sur l'académie étape par étape. Ok. Du coup, tu veux qu'on en profite de parler un peu les outils. Tu voulais faire une mise à jour du parfait setup du commercial du futur. Euh, Tu voulais nous dire que ça y est, tu as encore des outils qui ont évolué, notamment parce que LinkedIn, on l'a dit, a shooté énormément d'outils d'automatisation. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots là, aujourd'hui, toi, des outils que tu préconises ou que tu utilises? Bah ouais, carrément. Bah alors, il y a eu beaucoup de mises à jour ces derniers temps, oui. J'avais parlé de Meet Leonard. Ouais. Bah, typiquement, c'est un outil aujourd'hui qui est plus utilisable. Linktelper aussi, alors que perso, j'ai jamais apprécié, mais qui était la référence. Hein. Aujourd'hui, je recommande vraiment plus. Pourquoi? Parce que LinkedIn, c'est un peu l'ancienne génération d'outils que LinkedIn arrive aujourd'hui à détecter en fait. Voilà, Ouais. pour sans rentrer dans les détails techniques. Donc, quand tu utilises Linktelper, LinkedIn n'a aucun problème à repérer que tu l'utilises et tu peux très vite avoir des mises en garde et voir des suspensions de compte. Donc c'est plus du tout sécurisé. Ok. Voilà. Donc nous forcément on est sans arrêt en veille des nouveaux outils. Donc on a complètement changé notre stack à ce niveau-là et avec des outils. Donc c'est une nouvelle génération d'outils qui est beaucoup plus sécurisée. Ouais, Et c'est plus des extensions des applications, c'est des plateformes SaaS voilà. qui sont moins détectables par LinkedIn. Ouais. Exactement. Et après, tu as des mélanges comme Prospectine que tu as Ouais. reçu, donc toi non, Oui. que nous on utilise. Donc c'est qui est un très très bon outil, qui est très très simple d'utilisation. Et là, typiquement, il mélange mélange, ouais. SaaS et extension, mais il s'arrange toutes les semaines avec des nouveaux patchs, des nouvelles mises à jour pour être détecté. indétectable. Ouais. Voilà. C'est le travail que ne faisaient pas les anciennes versions. Et après, il y a d'autres outils effectivement qui sont beaucoup plus ergonomiques et qui aujourd'hui vont émuler des sessions sur le cloud en fait, donc qui fait que il y a aucune action qui part de ton ordi, tout est émulé sur un serveur externe Ouais. en fait. Donc c'est comme si toi t'avais un double virtuel qui était sur un serveur un serveur plus ou moins loin de toi et qui allait faire ton travail de prospection à ta place quoi. Toi, rapidement, c'est quoi ton stack d'outils? On a fait un épisode sur les outils aussi avec toi au tout début et puis avec Sylvain de Tilki qui aussi nous a partagé son stack. Mais ça m'intéresse d'avoir ce que tu utilises aujourd'hui. Ouais. Alors pour LinkedIn, après je vais élargir, je vais utiliser plusieurs outils. Donc, alors, pour l'automatisation des prises de contact, je vais je vais jongler entre plusieurs outils. Alors, le premier, ça va être Prospectine, Ouais. que j'utilise en général quand j'ai besoin de lancer une campagne rapidement, parce que c'est ultra rapide. En 5 minutes, tu as lancé ta campagne. Ouais. Donc c'est vraiment très pratique en fait cet outil. Il est très peu cher aussi, donc il vaut vraiment le coup. En plus là ils sont sortis de leur bêta pour les scénarios, donc ils ont sorti quelque chose de beaucoup plus solide, etc. Donc c'est vraiment top. Pour mon agence et pour mes campagnes un petit peu plus poussées, je vais utiliser WeConnect.
Ouais. donc qui est très peu connu en France, mais qui est vraiment un très bon outil avec un dashboard très simple, avec des fonctionnalités très intéressantes aussi. Donc là, lui, on va l'utiliser parce qu'il est vraiment très scalable en fait, surtout quand on est en mode agence. Et après, j'ai utilisé la Growth Machine. Donc là, c'est une app qui permet de faire du multicanal. Donc, c'est-à-dire que là, on va plus être cantonné seulement à LinkedIn, on va pouvoir contacter les gens à travers différents scénarios en fait, sur LinkedIn, cold email, sur Twitter, etc. Et ça va permettre de vraiment mettre en place un travail exhaustif sur ces audiences en fait. Après, c'est du coup un travail beaucoup plus fastidieux. Et moi, ce que je recommande aux gens globalement, c'est d'abord de maîtriser les canaux individuellement, donc d'être déjà très bon sur le monocanal, pour ensuite synergiser les canaux. Parce que sinon, on va juste essayer en vain de remplir un panier percé et on va perdre son temps. Ouais, parce que en fait, avant de maîtriser, par exemple, le séquençage email, les bons messages, le copywriting et puis l'automatisation sur LinkedIn, tu as quand même besoin de pas mal d'itérations. Si tu commences à faire tout en même temps, ça peut vite devenir contre-productif. Ouais. C'est la même chose que quand tu commences ta boîte, de pas aller sur tous les marchés, de trouver ta niche. Quoi. C'est un peu la même. Exactement. Idée, ouais. Mais c'est exactement ça. Et du coup, je voyais énormément de gens. Le nombre de gens que j'ai vus avoir des résultats, mais vraiment affreux sur leur campagne d'email, par exemple. Et quand je me rends compte qu'ils ont des workflows mais super complexes, avec des trucs qui partent dans tous les sens. Ils ont 7 relances dans leur séquence, etc. Et en fait, ils ont vraiment pris le problème à l'envers. Un process et une stratégie, ça s'automatise et ça s'échafaude petit à petit. Voilà. Et tu rajoutes petit à petit. Mais il faut vraiment commencer par l'essentiel. Et commence déjà par avoir des bons retours sur une ou deux relances maximum. Et une fois que tu as atteint les bonnes métriques, pour nous, pour le cold email, les métriques à observer avant, pour se dire là, on est sur une bonne campagne, nous, ce qu'on s'impose, c'est en dessous de 80% d'ouverture et en dessous de 25% de réponse. On n'est pas content. C'est-à-dire que pas en mode si on fait 75% d'ouverture, on va pas se dire c'est pourri, mais en tout cas on va se dire là il y a de l'optimisation, il y a des points d'optimisation. Donc tant que t'as pas atteint ces métriques là, tu peux continuer à itérer dessus et il y a encore des choses à améliorer. Voilà. Et donc c'est vraiment prendre le problème dans le bon sens et éviter de faire ce que beaucoup de gens font, c'est avoir une approche vraiment ingénieriale et vraiment exhaustive en fait. D'accord. Donc là, on a vu des outils plutôt LinkedIn, voire multicanal. Ensuite, tu en as d'autres? Ouais, alors du coup, déjà, il faut monter les audiences aussi. Oui. Donc, pour monter les audiences, nous, on va utiliser différents outils. Alors, tout va dépendre encore une fois du marché que tu vas adresser. Hein. On va utiliser beaucoup Sales Navigator, donc toujours, c'est un petit peu la base. Sales Nav, ouais. Voilà, donc ça doit figurer dans à peu près n'importe quel stack B2B à mon sens. On s'est beaucoup amusé avec Google, nous. Ah oui. Et d'ailleurs, je propose, si tes auditeurs veulent, ils peuvent m'envoyer un petit mail et je leur donnerai, nous, des outils qu'on utilise qui permettent d'extraire, à partir de requêtes spécifiques sur Google, des leads avec email et numéro de téléphone directement depuis une spreadsheet. Donc, tu fais ta requête sur Google, tu obtiens 300 résultats par requête parce que Google limite quand tu utilises ce format-là de requête, mais tu as déjà 300 requêtes gratuites sans avoir à payer ce navigateur, avec à chaque fois l'adresse Gmail, l'adresse en fait, et le numéro de téléphone. Et nous, derrière, on a mis en place un petit script qui fait que tu as juste à copier-coller tes résultats de recherche. Donc tu vas sur ta page, tu copies-colles toute la page, tu le colles dans une colonne et ça t'extrait tout et ça te sort un listing propre. Et ça, c'est un des outils qu'on a mis en place en interne. Donc ça nous sert à monter les audiences. Après, pour récupérer les adresses email pro, on va utiliser Cold CRM. Ouais. Qui est extrêmement puissant. Voilà, c'est celui qui a le meilleur taux de réussite sur le marché pour trouver des adresses email et des numéros de téléphone. Et on en avait un peu parlé lors du premier épisode. Ouais, ils ont continué de progresser. Ils ont une API aujourd'hui aussi, hein, donc pour te connecter, qui se connecte à ton CRM, à ce que tu veux, donc c'est vraiment top. Et après, on utilise aussi Société Info.
qui agglomère en fait des millions de métadonnées en fait, de données publiques. Et qui en fait des listings super puissants pour retrouver des informations là account-based, donc là sur principalement les entreprises. Voilà. Ouais. Donc c'est super intéressant pour segmenter à partir d'industries, à partir de codes NAF, etc. Ouais. Et on a infiniment plus d'informations quand on va sur société.com par exemple, Ouais. parce que ça agglomère toutes les informations de ce type de base de données là, quoi. Sylvain de Tilki m'avait parlé de Corporama, tu l'as testé ça? Ou t'as pas... C'est un peu comme Société Info en fait, mais je l'ai pas testé encore. Alors je t'avoue que j'ai pas utilisé, enfin j'ai pas testé Corporama dans le détail, parce que globalement moi je préfère m'adresser à des personnes plutôt qu'à des entreprises globalement. Enfin tu vois, c'est un peu ma préférence. Je sais qu'en tout cas Société Info et Corporama font grosso modo la même chose. Ouais. Donc l'idée c'est vraiment à chaque fois, tu vois, il n'y a pas de dogmatisme dans les outils, c'est-à-dire que tu vas vers celui qui te convient le mieux, celui qui a la meilleure proposition de valeur. Typiquement ils font relativement la même chose, donc l'idée c'est de tester et à la fin c'est d'en choisir un et celui qui convient le mieux, quoi, hein, tout simplement. Ok, très bien. Bon, tu as été assez complet là sur les outils. Tu voulais aussi qu'on aborde le closing, où là tu as mis en place une méthode que tu m'as expliqué en off, le one call closing. On aime bien les anglicismes. Ça fait vraiment beaucoup plus stylé que quand tu... Sauf quand tu te plantes, tu sais, t'arrives pas à prononcer le mot et tout, et là tu... Ouais. C'est plus stylé qu'en français de dire l'appel de fermeture. Ouais, bah exactement. Bah en fait, moi du coup... donc là on avait parlé de LinkedIn. Et aussi, ce que je fais pour l'acquisition, pour la stack d'outils, c'est les emails. Ah oui. Et nous, on utilise Lemlist. Ok, ouais, Lemlist. Je le dis maintenant avant que ça me sorte de la tête. Ouais. On utilise Lemlist principalement pour nos envois. C'est l'outil, aujourd'hui, à mon sens, c'est l'outil le plus puissant pour envoyer des calls d'email pour énormément de raisons. Mais voilà, il fait partie intégrante de notre stack. On va utiliser aussi beaucoup d'outils, donc d'API, etc., pour enrichir nos données, automatiser des choses. Donc, on va utiliser Zapier, la base. Ouais. On va utiliser Phantom Buster, Captain Data, pour enrichir nos bases de données, pour scraper, etc. Voilà. Donc ça, c'est fondamental, ces trois outils-là. Et nous, aujourd'hui, notre site et toute notre académie, par exemple, on gère énormément de choses et d'opérations avec une plateforme qui s'appelle Podia, qui est très peu connue en France, en fait. Et c'est là-dessus qu'on héberge, qu'on gère notre facturation. Donc c'est relié à Stripe, qu'on gère notre newsletter, qu'on gère notre académie et qu'on gère notre bootcamp aussi. Donc en fait, on a tout mis dessus quasiment. Il ne reste plus que la landing page de l'agence en fait. C'est une sorte de Wix en fait, c'est ça, mais un peu plus développé. C'est exactement ça en fait. C'est à cheval entre... c'est vraiment un peu un ovni, hein, mais c'est à cheval entre le Teachable... et le Wix ou le Webflow en fait. Et ça t'offre une stack vraiment complète, et à mon sens franchement c'est un des meilleurs outils que j'ai vu pour n'importe quel startup early stage, content based, donc qui fait beaucoup de contenu et qui veut gérer facilement ses premiers mois en fait de croissance, quoi. Ok, bon feedback, on va tester tout ça. On passe au closing. Ah bah allez, ouais. Allez. Donc Benoît, voilà, tu voulais m'en parler. Alors toi, tu as une méthode maintenant. J'ai compris qu'au début, c'était pas forcément ton fort de closer, notamment par téléphone. Non, j'y arrivais pas. Tu n'y arrivais pas. Donc tu as bien sûr travaillé le sujet pour que ça devienne moins douloureux. Et aujourd'hui, tu as une méthode qui marche, tu m'as dit, très bien. Tu arrives à des taux de closing importants. Alors bien sûr, c'est toujours à adapter en fonction du marché qu'on a, hein. Si on a un cycle de vente complexe, vous n'allez bien sûr pas closer en un seul coup de téléphone, mais par contre, ça va vous permettre peut-être d'accélérer le cycle de vente, de choper le rendez-vous en un call et pas en deux,
Et donc voilà, toi, tu es plutôt sur des paniers moyens moins élevés qu'une vente complexe en B2B. Et voilà, c'est aussi pour ça que ça fonctionne. Mais vas-y, on est tout oui. Bah alors ça c'est clair, hein, tu fais très bien de le préciser, c'est-à-dire que moi je suis sur une typologie de produits assez particulière, des tickets moyens qui ne sont pas non plus très élevés. Donc forcément la marche à gravir pour le prospect, elle est moindre. Aujourd'hui, j'ai le fait que je suis référencé à organisme de formation qui aide pas mal. Aussi, ouais. À l'époque, en tout cas, c'est jusqu'à octobre, c'était pas le cas. Donc globalement, enfin, les 100 premiers participants au bootcamp, en tout cas, et sur l'agence, il n'y a pas d'histoire d'organisme de formation et de financement. En tout cas, je les ai gérés sans. Donc ça, c'est sûr que tu vas pas pouvoir faire du one call close comme tu l'as dit sur de la vente complexe et tu vas pas pouvoir closer Airbus en un call, ça c'est sûr. Par contre, voilà, j'aurais pas la prétention aussi d'expliquer comment on fait de la vente complexe parce que j'en ai jamais fait. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de petites techniques transversales que tu peux utiliser et qui peuvent effectivement te permettre d'accélérer pas mal en fait ta conversion, d'avoir des rendez-vous a posteriori, j'imagine plus qualitatifs, etc. Ouais. Et en fait moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que déjà, la première chose à faire, c'est c'est de déjà bien cartographier son cycle de vente et de savoir exactement, très précisément, pour chaque appel, quel est l'objectif à la fin que je veux remplir. Donc, avec vraiment une idée d'optionnalité où tu te dis, bon, bah voilà, j'ai mes ramifications, ce call, il débouchera soit vers ça, et pas autre chose. Voilà. Et du coup, ça te permet de te dire, bon, bah voilà, ce call, je sais que soit ça part sur un closing, soit ça part en nurturing, soit c'est lost. Voilà, soit le lead n'est pas qualifié ou j'avancerai pas avec lui pour telle ou telle raison. Ouais. Mais il faut que ça rentre dans une des 3 cases obligatoirement. Ouais, nurturing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous avez un lead, on va dire tiède, vous le mettez quelque part dans une base de données pour, par exemple, alimenter en newsletter, en contenu, et ce lead-là pourra devenir chaud quand ce sera le moment, plus tard. Voilà. Mais il n'est pas perdu. Voilà, c'est un lead à relancer qui n'est pas encore prêt parce qu'il y a une histoire de... Voilà, timing, il y a un problème de timing, souvent de timing en fait. Hein. Il faudra que je fasse un épisode sur le timing parce qu'en fait, on oublie souvent que le timing, c'est souvent un facteur de closing, de vente. Exactement. Si votre produit est génial mais que votre prospect, c'est pas du tout le moment pour lui dans ces événements d'entreprise, vous ne pourrez pas le vendre même si votre produit est génial. Quoi. Bah, c'est là que justement le nurturing est super intéressant parce que ça te permet de... Surtout quand tu l'automatises. Parce que tu peux le faire manuellement avec des relances, etc. Mais l'avantage, c'est que tu as des outils comme HubSpot, Plaisy aussi, pour faire dans le Made in France, qui te permettent d'automatiser justement ton nurturing, d'automatiser l'envoi de contenu. Et ça te permet de gagner énormément de temps aussi et d'efficacité. Tu as aussi des outils comme le lead scoring qui te permettent justement d'attribuer une note à tes leads pour savoir sur lesquels te concentrer, lesquels relancer en priorité, etc. quoi, en fonction de leur comportement. Yes. Donc voilà. Et en fait, donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment cartographier vraiment comment tu veux opérer, comment se trame ton cycle de vente. Comme ça, tu laisses rien au hasard. Et typiquement, moi, je sais que grand maximum pour le bootcamp, en tout cas, je vais avoir 2 calls. Et je me dis pas plus. De toute façon, pas plus. Pourquoi ? Parce que au-delà, en fait, c'est juste pas possible. Parce que vu que je cloisonne et vu qu'à chaque fois, j'impose des options, en fait, et j'impose forcément une porte de sortie que je décide et que je définis moi-même, à la fin, il ne peut pas y avoir de 3e call. Donc, le fait de délimiter très précisément son cycle de vente, ça permet au final de gagner énormément d'efficacité et ça évite les prises de liberté. Tu vois, on a tous un peu eu ça, un peu des leads flottants où tu as plusieurs fois ton prospect au téléphone. Tu sais pas trop sur quel pied danser, tu sais pas si le mec est intéressé ou pas, etc. Oui, et puis tu as aussi, effectivement, tu as ce prospect-là, tu sais qu'il faut l'appeler, mais tu remets au lendemain. C'est une manière de procrastiner aussi. Ouais.
tu l'appelles, le gars te dit bon, voilà, c'est pas encore le bon timing, etc. Mais du coup, après, quand tu veux le rappeler, tu te dis ah ouais, mais il a dit que c'était pas le bon timing. En fait, du coup, tu perds énormément de temps, quoi. Exactement. Alors après, ça arrive toujours hein, Oui. d'avoir des gens qui. Mais après, le ton, vu que tu as posé toi les limites et que tu as pris le contrôle en fait de la relation, c'est des leads au final qui te prennent plus beaucoup de temps parce que ils savent à quoi s'en tenir. Donc quand tu les relances, les interactions se font très rapidement en fait. Ouais. Et donc ils sont peut-être pas après. Sera peut-être toujours pas le bon timing, mais en attendant, bah voilà, quand je rappelle quelqu'un, voilà un lead pour qui c'est pas le bon timing, il me le dit tout simplement. Le call dure 1 minute ou 2 minutes. Et on passe et on passe à la suite en fait et ça permet du coup de garder une une relation cordiale avec eux jusqu'au closing en fait hein, tout simplement et Donc, tu as un script, ouais où quand tu fais le premier call, tu sais que tu vas parler de telle chose, telle chose, telle chose. ouais Et en conclusion, là aussi, tu as un script en fonction de ce qu'il t'a dit. bah en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'au début je suis un petit peu parti la fleur au fusil hein, parce que Ouais. voilà pareil j'avais pas d'argumentaire, j'avais rien hein, donc je suis parti vraiment de zéro et au fur et à mesure à force de faire des dizaines et des dizaines de calls, de passer des heures et des heures au téléphone, en plus de ça avec des leads qui me connaissaient pas, parce que à l'époque je faisais très peu de contenu, personne me connaissait et personne me connaît encore aujourd'hui, mais un tout petit peu plus parce que je fais justement du contenu et je travaille là-dessus, Ouais. je contactais des gens qui vraiment se disaient mais c'est qui ce mec, je le connais pas quoi. Donc vraiment je partais du degré zéro de l'engagement d'un lead. Ouais. Et ça a été vraiment une bonne école parce que j'ai dû cravacher. Ouais, en fait, là, tu as vécu ce que tout commercial vit, c'est-à-dire que tu as, comme on dit dans le jargon, tu as poncé du client. Un peu, ouais. Et en fait, Un peu. l'intelligence situationnelle commerciale, c'est faire beaucoup d'interactions avec le client. Et après, tu modélises, ça devient plus de l'improvisation. Tu sais que telle question engendre telle réponse. Exactement. Et c'est pour ça que, encore une fois, dans ce podcast, on parle toujours d'entraînement. Mais s'entraîner, et nous, c'est ce qu'on propose, se filmer pour dupliquer les bonnes pratiques, ça devient primordial, quoi. Ah bah exactement, et c'est ce que j'ai commencé à faire moi parce que vu qu'on est en 2020, on va attaquer une phase de développement, etc. où forcément à la fin je vais plus pouvoir me charger tout seul de l'acquisition et du commercial. J'ai commencé justement à référencer, à faire de la doc, etc. Tu vois, pour faciliter et pour scaler plus facilement ce travail en interne et cette montée en compétences en fait. Ouais. Et c'est fondamental, ça c'est clair. Tu as un playbook? J'ai commencé à le monter. Ok. Après, pour le coup, partagerai le mien. J'ai bien bossé dessus. Ah bah avec grand plaisir parce que là typiquement voilà toute cette partie moi recrutement et process RH on va dire, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille et sur lequel je pourrais pas donner trop de conseils parce que j'en suis vraiment au degré zéro en me concernant donc le playbook, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le guide. Vous avez un nouveau commercial qui arrive dans la boîte, c'est comme le nouveau sportif qui vient d'être recruté à l'intersaison. Vous lui donnez votre guide où dedans vous avez les personas, le message de la boîte, les avantages des produits, mais aussi les scripts téléphoniques, mail, LinkedIn, les actions de la semaine, etc. Enfin, vous avez tout pour le commercial pour que en fait, son action soit cadrée et comme on disait, qu'il ait le moins de flottement possible. Exactement. Voilà. Parce que c'est vraiment une histoire de préparation. Hein. C'est plus tu te prépares et mieux ça se passe. Préparation, discipline aussi, c'est beaucoup de la discipline. Hein. Ouais. S'imposer des plages de relance, des plages de prospection. Exactement. C'est vraiment une histoire d'organisation. Et tu vois, un truc tout bête, moi pour m'organiser, je suis loin d'être un expert international de l'organisation, hein, très loin de là. Mais un petit truc que j'ai trouvé qui me permet d'être un petit peu moins chaotique dans mes journées, c'est juste sur Google Agenda, je me mets mes tâches. Alors avant, je me mettais mes tâches à la journée. Ouais. Ça a fonctionné pendant un temps. Donc, tu vois, en gros, quand j'avais mes créneaux, tu vois, donc mes rendez-vous, etc. Et en tâches à la journée, je me mettais mes tâches que je devais intercaler entre. Ça a marché pendant un temps, tu vois. Donc, ça marche plutôt bien. Sauf que moi, c'est devenu tellement chaotique que ça marchait plus, en gros. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je m'alloue des plages horaires d'une demi-heure
à 1 heure pour les tâches que je dois réaliser pour la journée. Et ça me permet du coup d'être vraiment à cheval et mentalement ça te verrouille. Tu te dis j'ai qu'une demi-heure pour faire cette tâche-là. Et donc ça te permet d'éviter de procrastiner, d'éviter de t'épandre sur des tâches qui méritent pas d'y consacrer plus d'une demi-heure au final, quoi. Ouais, bonne technique, je fais la même et je me mets en plus la to-do list de la journée dans Slack que j'utilise comme un outil de notes. Exactement. Voilà, Slack maintenant, c'est tout le temps à dispo sur le téléphone ou l'ordi. Donc. Bah voilà, moi je fais ça avec Google Agenda qui m'envoie automatiquement les relances et qui m'engueule toute la journée et donc et ça marche bien et donc du coup bah moi mes calls revenons au call, ouais. En fait tout simplement en fait hein, jusque là j'avais très peu d'inbound pendant les premiers mois. Normal, je démarrais. Donc, du coup, tous mes leads, c'était du lead sortant. Donc, c'était des leads qui ne me connaissaient pas, qui avaient un degré d'engagement, mais vraiment, vraiment le degré zéro, quoi. Et donc, il fallait les traiter d'une certaine manière. Je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup lu, en fait. Et ça m'a permis, en plus de la pratique, de vraiment arriver aujourd'hui à un script que j'ai, que je ne suis pas à la lettre. Hein. Je n'ai pas mon script sous les yeux. Oui. C'est même pas ce que je recommande, en fait. C'est vraiment une cartographie. C'est vraiment une histoire de schémas mentaux, en fait. Ouais. Et de structuration à se donner. Et typiquement, bah, c'est un call. Je vais avoir à chaque fois la même structure de call pour chacun de mes interlocuteurs. Et ça me permet d'être vraiment précis, en fait, tout simplement. Parce que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que c'est vraiment une histoire de contrôle. C'est vraiment une histoire à un moment donné, il faut prendre contrôle de la conversation parce que c'est ça qui va te permettre de créer un environnement propice à l'échange. Ouais. Voilà. Tu as quelques exemples, quelques tips? Ouais, bah alors déjà tu vois, j'ai une structure en tête. Moi, mes calls en moyenne, ils durent entre 35 et 50 minutes. Ok. En moyenne. Je me time pas à la minute parce que justement, chaque échange va être différent. Mais un call, en tout cas, qui close, quand le lead n'est pas qualifié, ça dure beaucoup moins de temps que ça. Mais quand le lead est qualifié, en moyenne, ça va durer entre 35 et 50 minutes. Je commence toujours par un petit, ce qu'on appelle un icebreaker. Donc, briser la glace, quoi, tout simplement. On se présente, on amorce la discussion. L'idée, c'est d'instaurer un climat convivial, d'instaurer aussi la confiance, tu vois. Parce que ta confiance, elle se joue sur 3 pans. Elle joue sur la confiance interpersonnelle. Donc confiance en toi en tant que personne, tu vois. Est-ce que tu es quelqu'un de viable, etc. Confiance en ton produit. Est-ce que ton produit est en mesure de résoudre la solution, enfin de solutionner le problème de ton prospect? Et ensuite, confiance en ton entreprise. Est-ce que ton entreprise est viable? Est-ce qu'elle va rester dans le business assez longtemps? Est-ce qu'elle est légitime, en fait, tout simplement? Et forcément, avant d'avoir la confiance produit, la confiance entreprise, il va falloir déjà commencer par la confiance interpersonnelle. Donc c'est fondamental de déjà créer ce rapport de confiance, cette convivialité entre toi et le prospect, tu vois. Donc le icebreaker, il sert à ça. Ensuite, l'idée, c'est de contextualiser et de périmétrer. Donc c'est tout simplement de rappeler au prospect qui souvent, une fois sur deux, en fait, se rappelle plus pourquoi il t'a au téléphone. Lui expliquer rapidement qui t'es, de toute façon plutôt informelle, hein, tu vois, mais d'expliquer qui t'es, que vous avez parlé sur LinkedIn, par quel canal en fait vous avez pu échanger, etc. Sur un ton naturel, encore une fois, l'idée c'est vraiment d'être sincère, d'être soi-même. Donc c'est vraiment pas de se donner un ton, de télémarketeur, tu vois, c'est vraiment pas l'idée. Donc d'être soi-même et de périmétrer l'échange, c'est-à-dire pas nécessairement de fixer une durée, pas nécessairement de dire ça, mais c'est vraiment d'expliquer comment on va procéder. C'est de dire, bon bah voilà, l'idée c'est que tu m'expliques ce qui se passe aujourd'hui de ton côté, que tu m'expliques un petit peu quelles sont tes problématiques, que tu me dises aussi ce qui t'a donné envie qu'on échange ensemble, et ensuite je verrai comment je peux t'aider éventuellement à trouver des solutions, tout simplement. Et le prospect, ensuite tu le prépares du coup pour la suite. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a périmétré, moi ce que je fais, c'est que je rentre dans une phase de diagnostic. Donc moi je parle pas de qualification. Ouais. Parce que déjà, j'estime que si tu as bien fait ton travail en amont, ton prospect, il est déjà qualifié. C'est-à-dire qu'il correspond déjà à un certain nombre de critères qui te permettent de te dire ce prospect est qualifié. Tu vois, ce prospect correspond et peut être un client en puissance. Ouais. C'est l'avantage de l'outbound, en fait. L'inbound, tu maîtrises pas, donc tu dois qualifier.
C'est pour ça qu'on parle de marketing qualified lead et ensuite sales qualified lead, MQL, SQL, parce que forcément, quand tu fais un lead magnet, tu maîtrises pas et souvent, tu as beaucoup de leads qui sont pas qualifiés et que tu dois trier. Quand c'est toi qui décides à qui tu t'adresses, un lead pas qualifié, ça doit rester anecdotique en fait. Ouais, donc en fait, ta phase de diagnostic, c'est un peu la découverte, mais d'un lead qui est déjà plus ou moins qualifié, quoi. Voilà, c'est-à-dire que si vraiment tu te retrouves à parler à des gens qui sont absolument pas qualifiés, c'est qu'il y a un problème ailleurs en fait. Tu as un problème dans ton ciblage, ton audience n'était pas quali, etc. quoi. Voilà. Et donc là, en fait, je rentre vraiment dans une phase de diagnostic où là, l'objectif, c'est pas de me dire, du coup, forcément, c'est très rapidement de valider effectivement qu'il est qualifié, mais c'est pas la fin en soi. C'est vraiment d'essayer de comprendre dans le fond du fond quel est son problème, ce qu'on appelle un pain point. Désolé pour les anglicismes, mais c'est vraiment de trouver la douleur en fait du prospect. Yes. Donc vraiment de rentrer, de se mettre dans les baskets en fait d'un médecin qui va diagnostiquer un patient et qui va essayer de trouver vraiment la pathologie, quoi. Ouais, donc toi, ton pain point, c'est par exemple un prospect qui a du mal à avoir tout simplement des rendez-vous, des rendez-vous avec des prospects, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment de comprendre, de creuser à plusieurs degrés. Donc, tu vois, tu as le premier degré qui est la pain, on va dire, technico-pratique. J'ai pas assez de rendez-vous. Ouais. Ok, d'accord, mais ça, c'est le premier degré. C'est le degré, vraiment, c'est le degré 0. Ouais. Maintenant, quelles sont les implications pour le business? Quelles sont les implications pour ta santé mentale aussi en tant que dirigeant, en tant que commercial? Est-ce que, tu vois, l'idée, c'est vraiment de creuser jusqu'à cette implication psychologique, en fait. Parce que c'est ça, au final, qu'on veut aussi venir soulager. Voilà. Donc pour ça, j'utilise une méthode qui est très connue qui s'appelle la méthode SPIN. Oui. Ok. Spin selling, ouais. Voilà, spin selling. Donc c'est tu dresses tu cartographies en fait la situation, tu identifies le problème, les implications et ensuite ce qu'on appelle le need payoff, c'est-à-dire combien ça coûterait. Voilà, quel serait le coût pour le prospect s'il n'agissait pas, s'il résolvait pas son problème. On en a parlé un peu dans l'épisode avec Marc de Bonjour sur la quantification des douleurs du prospect. Ouais. Voilà. Donc il y a vraiment cette phase de diagnostic là. L'idée c'est de connaître vraiment tout l'existant. C'est vraiment de savoir quel est le budget, quelle est la temporalité aussi, c'est quoi le timing, c'est quoi la deadline, sous combien il faut que sa situation change, est-ce qu'il a fait appel à d'autres prestataires aussi, voilà. Donc vraiment c'est vraiment diagnostiquer en profondeur à différentes échelles le problème. Franchement ça dure, cette phase-là elle dure 80% de mon call. Ouais. Elle est fondamentale. Plus tu vas te poser de questions, plus tu auras d'armes ensuite pour comprendre. Ouais, tu auras plein de choses, enfin tu auras plein d'outils en tête à lui proposer. Exactement. Et l'idée c'est vraiment de faire preuve d'empathie en fait. C'est un des premiers trucs que je dis dans mes bootcamps, c'est ce qui va faire ta qualité, enfin ce qui va faire la qualité de ton acquisition, c'est vraiment ta capacité à comprendre et à faire preuve d'empathie envers tes prospects après et même avant la prise de contact. Ouais. Et du coup, c'est vraiment t'intéresser sincèrement. Et c'est ça ensuite qui va te permettre de vraiment comprendre. Voilà. Et c'est vraiment cette compréhension-là. Et en fait, l'arme du commercial, de quelqu'un en tout cas qui pratique la vente, que ce soit un entrepreneur, un sales ou quoi, c'est vraiment les questions. Parce que quand tu poses les questions, c'est toi qui contrôle la conversation. Là, tu vois, c'est toi qui poses les questions depuis tout à l'heure. C'est toi qui décides de la trame. Ouais. Voilà. Et donc, c'est toi qui restes maître de la conversation. Oui, d'ailleurs, c'est un bon exercice. Hein, le podcast, ça t'oblige à toujours penser question. Eh ben, exactement. Ouais. Et un petit... Ouais, dis-moi. Là, il y a un épisode avec Olivier Guérin sur le pouvoir des questions, où il te donne justement quelques conseils, des exemples de questions à poser, parce que bien sûr... c'est pas la même puissance une question ouverte qu'une question fermée, par exemple. Donc lui, il donne la méthode que je trouvais ça rigolo, la méthode Q. Poser des questions avec le son Q, donc pourquoi, quoi, comment, qui, quand. Tu vois. C'est le CQQ, c'est occupé, là. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais
Mais voilà, c'est typiquement, justement là tu touches du doigt quelque chose de fondamental qui est la dimension psychologique en fait et la dimension vraiment cognitive. Donc je joue pas mal là-dessus. C'est pas dans une optique de justement en fait moi vu que je me suis beaucoup renseigné là-dessus etc. Je le fais beaucoup plus dans une optique justement de pas aller tomber dans des travers de manipulation parce que c'est vraiment pas ce que je recommande, tu vois. Donc c'est vraiment vraiment de prévention en fait et pour moi c'est vraiment super important quand t'es commercial et en tout cas quand tu veux faire les choses de façon éthique d'avoir conscience de la puissance en fait des biais cognitifs, de la puissance de la psychologie comportementale, parce que justement c'est là que tu as vite fait en fait de complètement fausser la portée de tes entretiens. Ouais. Et tu as vite fait sans t'en rendre compte de manipuler un prospect. Typiquement, il y a un biais cognitif qui est super puissant qui s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Je la trouve fascinante celle-là parce que ce qu'elle dit, et ça va te faire comprendre ça va vraiment illustrer la puissance des questions. C'est un biais cognitif qui fait qu'on a tendance à trouver plus compétent quelqu'un qui pose des questions. Donc en fait, c'est un peu la mécanique derrière le podcast, c'est la mécanique derrière aussi la qualification, la phase de diagnostic en sales. C'est que le commercial, en posant des questions, tout de suite, il se positionne dans le cerveau de son interlocuteur comme un expert. Et ça, en fait, ça peut fausser beaucoup de choses. Et en fait, en avoir conscience, c'est fondamental pour éviter justement de closer des gens qui méritent pas qui n'ont pas à être closés parce qu'ils sont pas foncièrement qualifiés, etc. Et pour exploiter des fragilités psychologiques, voilà. Ouais. Donc vraiment être au fait sur ces questions. Ouais, là aussi, décidément, je fais de la pub pour le podcast, mais il y a l'épisode sur les neurosciences avec Georges Devine, où il parle de quelques biais cognitifs. Qui est super intéressant d'ailleurs. Ouais, tu l'as écouté, ouais. Mais ouais, ça c'est vraiment passionnant, quoi. Donc là, d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu as des contenus différents du premier épisode à partager en bouquin, en blog, vidéo? Est-ce que tu as des choses? Tu m'as dit que tu t'étais beaucoup renseigné, tu avais beaucoup lu. Ouais. À moins que tu veux finir la partie closing. On peut continuer à en parler si tu veux. Ouais. Là, on est sur plus d'une heure de podcast, donc je vais accélérer la fin. Okay. Est-ce que tu as encore des choses est-ce que tu veux closer la partie closing? Ouais. Et après, on passe à ton contenu, le contenu que tu peux partager. Ouais, carrément. De toute façon, en fait, là, on a fait 80% du call. Hein. Là, on a reverse engineer pour le coup le call. Ouais. Donc là, on a fait 80% du timing d'un call qui est le diagnostic. Ok. Donc, c'est vraiment poser des questions. 80% minimum du temps doit être laissé au prospect pour qu'il puisse parler en fait. Donc le 80% du temps le prospect doit parler et les 20% et sur les 20% qui te restent 80% de ton temps de parole doit être destiné à poser des questions en fait. Et quelque chose qui marche très bien, c'est quand il y a une objection, quand le prospect essaie de désamorcer et de poser lui des questions, c'est d'y répondre sincèrement et de finir toujours par poser une question, de rebondir en fait en reposant une question pour relancer cette phase de diagnostic. Donc et une fois qu'on a diagnostiqué, que le problème il est compris, etc., là on arrive à la prescription en fait. Et donc là on propose la solution qui nous semble la plus adaptée. Honnêtement, des fois je parle à des prospects, je me rends compte que c'est pas mes produits qui sont la solution la plus adaptée. Et dans ces cas-là, j'ai aucun problème à leur conseiller quelque chose gratuitement en fait, ou alors à les orienter vers quelqu'un d'autre qui saura les aider de façon plus adéquate en fait. Mais c'est vraiment arriver à cette phase de prescription et ensuite on peut lever si besoin les réticences. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que très rapidement, une objection, il faut toujours qu'elle soit creusée. Il faut toujours la creuser parce que c'est des écrans de fumée en fait. Donc le prospect va toujours donner des raisons qui ne seront pas les bonnes. Voilà, par politesse ou quoi. Donc il ne faut pas hésiter vraiment à creuser au maximum ces réticences. Et à la fin, on arrive à l'appel à l'action qui est, voilà, comme je te l'ai dit au début, tu as décidé sur tes options. Maintenant, il faut faire un choix vers quelle finalité on part, quoi. Ouais. Juste, Benoît, là, toi, tu es dans l'optique, tu vends un service, de la formation, des conseils, du bootcamp, etc. Quand tu vends un produit logiciel,
à un moment donné, tu dois montrer le produit quand même. Enfin, tu vois, la fameuse démo logicielle en B2B. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu as lu un peu là-dessus? Est-ce que tu as des clients qui font ça? Quelle part tu donnes à la démo produit en fait dans ton rendez-vous? C'est un autre rendez-vous selon toi? Alors ça va dépendre encore une fois de la mécanique de ta mécanique en fait. Ouais. À mon sens, tu peux très bien, si ta segmentation est bonne, arriver directement en call de démo. Et là, dans ces cas, tu vois, dans ces cas-là, ton call de démo, ta démo n'interviendra qu'à la fin, en fait. T'as beaucoup de boîtes qui se retrouvent. Enfin, j'ai fait pas mal, moi, en tant que prospect, des calls, des calls où très, très rapidement, on part en démo produit. Et je me retrouve, en fait, à découvrir exactement comme si, en face, j'avais une vidéo qui me présentait un produit, mais à aucun moment, c'est adapté, moi, à ma problématique. Ouais. Et donc, en fait, la démo, elle doit vraiment intervenir à la toute fin. C'est une prescription, en fait, la démo. C'est dire, bon, bah voilà, moi j'ai la solution et je vais te montrer la solution. Et il se trouve que cette solution-là, elle se trouve en utilisant mon produit, en fait, tout Ouais. simplement. Et puis en général, la démo, attention aussi, parce que plus tu en montres et plus tu donnes le bâton pour te faire battre. Exactement. Comme tu dis, il vaut mieux passer du temps sur la découverte du besoin. Et si dans la découverte du besoin, tu vois que ton produit répond à plusieurs problématiques, tu le donnes en démo, tu dis vous m'avez dit ça, 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 voici ce que nous on propose. Et après, essaye de pas tout montrer non plus. Exactement. Mais je pense que justement, cette question-là, elle est très pertinente parce qu'elle touche à tous les commerciaux B2B bah, du monde de logiciels. Exactement. Ouais. Et puis il y a une confusion souvent qui a vraiment la peau dure entre le produit et ses fonctionnalités, quoi. Et surtout la proposition de valeur et le produit, quoi. Ouais. C'est pas évident à Ouais. comprendre ça. Ouais. Ça met du temps. C'est exactement ça. Et en fait, le produit, le SaaS ou quoi que ce soit, c'est un véhicule de la proposition de valeur. Et la proposition de valeur, c'est le problème qu'on se propose de résoudre. Et donc, il faut vraiment faire ce distinguo-là, quoi. Et c'est ça qui évite derrière de partir en démo au bout de 2 minutes d'appel, quoi. Ouais. Voilà. Et voilà, à la fin, on arrive à la question, à la question fatidique qui est alors du coup, qu'est-ce qu'on fait, quoi, tout simplement. Ouais. Et là, il faut se décider à l'action adéquate, quoi, tout simplement. Okay. On a fini un call en 45 minutes. Ok, et c'est là où soit tu closes, soit tu dis ok, on se rappellera quand ce sera un meilleur timing. Donc là, tu le mets dans ta catégorie nurturing, ou soit tu dis bon, effectivement, on peut pas répondre à vos besoins. Voilà. Moi, je peux vous donner tel ou tel conseil ou pas, et là, tu passes à un autre prospect. Voilà, c'est simple, hein. C'est soit ça close. Et là, le prospect, je lui explique exactement, très simplement, comment ça va se passer. Ouais. Voilà, donc vraiment, rien n'est, voilà, aucune zone d'ombre. Je valide bien avec lui que tout est clair de son côté. S'il y a la moindre question, pour éviter justement après, tu sais, les retours une semaine après de « Ah oui, mais ça, j'avais pas bien compris, je voulais qu'on voit ça ensemble. » Et ensuite, effectivement, nurturing, ou alors, non, ça l'intéresse pas. Bon, ok, au revoir, quoi. Voilà. Très bien. On est sur 1 heure écart. C'est l'épisode le plus long des héros de la vente. Du coup, Benoît, mais c'est vrai on avait plein de sujets. C'est pour ça que tu voulais me revoir. Tu avais plein de sujets à partager. Donc ça, c'est cool pour les auditeurs. On passe sur la partie contenu. J'imagine que tu as des choses à nous partager peut-être rapidement. Des bouquins, des auteurs, des vidéos. Alors, je sais plus exactement ce que j'avais dit. On s'était dit quoi? On avait parlé de plusieurs bouquins. Il y a Spin Selling déjà qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est très intéressant. Pour parler de la vente aussi, je crois que j'en avais parlé aussi la dernière fois, mais je le redis, c'est The Straight Line System de Jordan Belfort. C'est le loup de Wall Street. Encore une fois, ultra intéressant. T'en as lu des nouveaux là depuis juin? On s'était vu en juin, je pense. Sur la vente, j'ai plus pratiqué que je me suis renseigné, je t'avoue. Okay. Mais donc c'est à peu près toujours les mêmes bases en fait. C'est à peu près toujours les mêmes choses que tu redécouvres, quels que soient les livres, parce que c'est grosso modo les mêmes mécaniques. Après, si on veut creuser la partie psychologie cognitive, ça va être Influence et manipulation de Cialdini. C'est un peu la référence. La référence. Et ensuite, comme ressources, si on veut parler d'acquisition, etc., il y a Dan Lok aussi, oui. Dan Lok qui est très bon si
si on réussit à gratter la partie un peu kitschouille de son contenu, il fait des vidéos sur YouTube. En vente, c'est super intéressant. Et tu as Alex Berman aussi, qui a une chaîne YouTube qui est très intéressant sur à peu près tous les pans de la croissance d'une boîte en fait. Donc voilà, Alex, Berman, voilà, c'est très bon contenu, très régulier. Et ensuite, il y a notre newsletter. Je fais un peu de pub, mais ouais, elle est très bien ta newsletter, ouais. Roster, donc. Voilà, et c'est la missive où toutes les semaines, en fait, on passe beaucoup de temps à faire de la curation, à trouver des ressources, des outils, etc. Ouais. Toutes les semaines, on fait le top 4 en fait des meilleures trouvailles, et voilà, et c'est tous les vendredis après-midi dans les boîtes mail. Et l'idée, c'est la proposition de valeur là pour le coup, c'est de donner un avantage injuste sur ses collègues, ses clients et ses concurrents, quoi. Voilà. Bon, très bien, Benoît. Je pense qu'on a été bon là sur l'épisode. Enfin, bon, on a été productif. Vous nous direz si on était bon. On a eu des sujets à aborder, ouais. Écoute, c'est un plaisir en tout cas. Ouais, du coup, les gens peuvent te contacter sur LinkedIn. On mettra ton site et ton adresse mail dans les notes. Avec plaisir. Et voilà, s'ils ont des problématiques notamment d'acquisition, tu es à dispo. Je suis dispo. L'académie, c'est open bar, donc vous pouvez y aller. Il y a pas mal de cours. C'est gratuit, c'est ça, hein, l'académie. C'est complètement gratuit. Il y a pas mal de cours sur LinkedIn, sur le cold emailing, sur le contenu, etc. Il y en a beaucoup d'autres qui arrivent, donc faites-vous plaisir. Ok. Merci encore, Benoît. Avec grand plaisir. Et bon courage pour la suite, puisque tu as un heureux événement qui va arriver bientôt, début 2020. Oui. Tu vas découvrir un autre métier. Un autre métier à temps plein. C'est ça. Donc, bon courage. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Allez, salut Benoît. Salut. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine.